D'avoir retenu mon cas clinique et de me permettre de le présenter aujourd'hui. Donc, je suis actuellement en année de fellow à la clinique Saint-Augustin à Bordeaux et je vais vous présenter un cas de TMVI qui a été réalisé dans notre service. Donc, il s'agit d'une patiente de 64 ans aux lourds antécédents puisqu'elle a été greffée rénale à 3 reprises avec des séances de dialyse qui avaient débuté dès l'âge de 16 ans. Il s'agit d'une patiente qui est aussi artériopathe et qui possède un thorax radique puisqu'elle a été traitée par radiothérapie il y a plusieurs années pour une néoplasie du sein gauche. Donc elle se présente initialement sur un tableau de Disney assez évolué, de stade 3 de la NYHA, avec à la biologie une fonction rénale satisfaisante pour cette patiente greffée, et à l'échocardiographie une FEVJ conservée avec une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique, mais surtout une double valvulopathie sténosante, à la fois un rétrécissement aortique serré calcifié, et à la fois un rétrécissement mitral serré, lui aussi très calcifié. Il est décidé dans un premier temps de réaliser une chirurgie cardiaque donc conventionnelle avec un remplacement valvulaire aortique chirurgical par une bioprothèse, donc Magnaïs de 23 mm, associée à 2 pontages, tout artériels, une mammaire gauche sur une IVA, une mammaire droite sur une PL. Et le chirurgien se retrouve face à une valve mitrale, un appareil mitral extrêmement calcifié, que ce soit au niveau de la valve, de l'anneau ou de l'appareil sous-valvulaire. Donc il décide de ne pas toucher à la valve mitrale dans un premier temps et de laisser repartir la patiente comme ça. Donc elle rentre à la maison et commence la rééducation. Et 2 semaines après, elle présente un œdème aigu pulmonaire assez important avec nécessité de longues séances de VNI, une dépendance aux diurétiques IV. Et à l'ETO qui est réalisé à ce moment-là, on voit donc sur les images qui vous sont présentées, une valve mitrale qui est extrêmement calcifiée, notamment le feuillet mitral postérieur qui est quasiment immobile, qui est vraiment englué dans cette masse calcaire, le feuillet mitral antérieur qui bouge un peu plus, mais lui aussi très calcifié, avec une FEVG qui est toujours conservée, et une bioprothèse aortique qui avait été posée 2 semaines plus tôt, qui est toujours fonctionnelle, sans fuite ni sténose. Une discussion pluridisciplinaire est réalisée chez cette patiente, puisqu'on a du mal à la sevrer des diurétiques, elle a des séances de VNI assez répétées, et on décide de réaliser un TMVI de type valve-in-mac. Alors, pourquoi on décide de réaliser le TMVI? C'est parce qu'on n'avait pas d'autres non plus thérapeutiques à disposition à ce moment-là, notamment la chirurgie, on l'avait vu, était impossible. La valvuloplastie mitrale au ballon, ce n'était pas du tout l'anatomie favorable pour la réaliser, donc on se lance sur un TMVI de type valve-in-mac. Donc on réalise un bilan de faisabilité avec notamment un scanner qui nous permet d'avoir ces paramètres valvulaires et de retenir l'indication à l'utilisation d'une bioprothèse Edwards Sapien 3 de 29 mm. Sur l'image de droite, on voit vraiment ces larges bandes de calcification qui vont servir d'ancrage à la bioprothèse aortique, qu'on va passer en position mitrale. Le scanner nous permet aussi de voir ces images, donc une petite chambre de chasse ventriculaire gauche avec un long feuillet mitral antérieur qui vient devant la chambre de chasse. Une cavité ventriculaire gauche, on le voit, qui est assez petite, avec une hypertrophie ventriculaire gauche circonférentielle assez marquée, et un angle mitro-aortique, donc entre le plan de l'anneau aortique et le plan de l'anneau mitral, qui est assez fermé aux alentours de 120 degrés. Donc le TMVI est réalisé par une voie veineuse fémorale droite et un abord transseptal. Donc, grâce à une stimulation ventriculaire rapide, on implante cette valve Edwards Sapien 3 de 29 mm. L'implantation en soi se passe très bien, comme on le voit sur l'image. Cependant, dans les suites immédiates de l'implantation, la patiente va se dégrader assez rapidement, avec un bas débit majeur, une dissociation électromécanique et une quasi-asystolie. Donc là s'engage une réanimation cardiopulmonaire en urgence avec adrénaline, massage cardiaque externe. Et l'échographie transœsophagienne qui est réalisée donc, dans le même temps de la procédure retrouve cette image-là, donc une obstruction complète de la chambre de chasse VG par la bioprothèse aortique qui est en position mitrale, qui repousse aussi le feuillet mitral antérieur, comme on peut le voir sur les schémas, les images de droite. On voit une valve aortique qui ne s'ouvre pas, ou quasiment pas, donc la patiente est en arrêt, et donc rapidement, il est décidé de réaliser un deuxième abord artériel fémoral gauche, et de monter un guide Safari XS intra-VG, et un ballon de 23 mm dans la chambre de chasse qui va être gonflé. Et si on regarde attentivement la prothèse en position mitrale, on va voir qu'au moment où le ballon se gonfle, il y a une zone qui va venir se déformer, qui va venir se mouler sur le ballon qui est en train d'être gonflé, qui va être repoussé.
Dans les suites, puisqu'on fait aussi quand même un peu de coronaire, donc on fait un kissing balloon, on n'a pas pu le filmer dans l'urgence de la procédure, avec donc le ballon Edwards de la prothèse Edwards de 29 mm qui était en position mitrale, et le ballon de 23 mm dans la chambre de chasse. Et derrière, on récupère une hémodynamique satisfaisante après ces gestes sur la chambre de chasse, avec une fonction systolique qui revient à la normale, une valve aortique, on le voit sur l'image de droite, qui de nouveau s'ouvre, une éjection ventriculaire qui se fait correctement. Et là, on fait ceinture et bretelles, puisqu'il y avait une hypertrophie initialement, qui s'est accentuée en post-arrêt. Donc on réalise une alcoolisation d'une deuxième artère septale. Il persistait aussi à l'ETO une obstruction sous-aortique. C'est modéré. Dans les suites post-implantation sont relativement simples, sur le plan hémodynamique, mais aussi sur le plan neurologique. Il y a eu un low flow d'une dizaine de minutes. Elle sort à J+13 avec une FEG conservée, l'absence d'obstruction sous-aortique. Une prothèse qui est en position mitrale, qui est fonctionnelle, non sténosante et surtout non fuyante, comme on pourrait s'y attendre avec le gonflement du ballon. À 2 ans, la patiente a été vue en consultation, elle a une FEVG normale, l'absence de sténose mitrale, de fuite de la bioprothèse en position mitrale, l'absence d'obstruction sous-aortique, et on voit ici aussi l'effet de l'alcoolisation septale un peu sur la parasternale grand axe, avec l'absence d'aliasing en regard. Une imagerie de coupe a été réalisée aussi durant la consultation et on voit finalement la bioprothèse Edwards qui s'est complètement déformée et qui a pris cette forme en D. Et finalement, cette forme en D, c'est la forme de l'anneau mitral physiologique et qui a permis de lever l'obstruction au niveau de la chambre de chasse VG. Donc en conclusion, ce cas clinique il fait poser une question, c'est lorsqu'on fait un TMVI avec des facteurs de risque forts d'obstruction de la chambre de chasse VG en post-implantation, que ce soit anatomique, dynamique ou mécanique, comme on le voit dans le tableau, il serait peut-être intéressant de placer un guide au niveau intra-VG à travers la valve aortique afin de pouvoir permettre de gonfler un ballon et de venir déformer cette valve pour lever l'obstruction de la chambre de chasse qui pourrait apparaître en post-implantation. Et donc ici, je vous montre pour terminer les images tridimensionnelles qui ont été reconstruites du scanner. On voit ici aussi la déformation de cette valve Edwards de Sapien 3 en forme de D qui a permis de lever l'obstruction de la chambre de chasse. Merci.